Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, terre légion remplie de vaillance, ont relevé ta dignité. Satisfait notre d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, l'amitié, la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la croisette, la patrie de la belle fraternité. La patrie de la belle fraternité. La patrie de la belle fraternité. Tu es conscient que tu es... Mesdames et messieurs, bonsoir à chacun et bonsoir à chacune et bienvenue encore une fois de plus au Festin Intellectuel, cette plateforme à travers laquelle nous essayons de nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Et soit dit en passant, je salue très chaleureusement notre mère bien-aimée Sila Kadiatou. Je salue aussi Yacinto Trivo. Je salue notre mère bien-aimée Awa Tapsoba, ainsi que Karamoko Diabate et Beignet Plat, et toutes ces autres personnes qui sont déjà sur la plateforme et dont je ne puis citer le nom. Sachez que vous êtes tous salués et nous sommes vraiment très reconnaissants de tous les efforts que vous ne cessiez de faire et nous vous disons merci. Et je salue aussi la charmante Marion Sissavané qui vient à peine même de nous rejoindre. Je dis bonsoir à tout le monde. Et je m'excuse pour le petit retard du moment. C'était dû au fait que j'étais véritablement de bonnes mains et vous allez comprendre pourquoi ce retard et vous en serez très satisfait. Et donc, comme je le disais hier, pour les véritables élèves de la classe, vous aurez compris que depuis quelque temps, je bougeais beaucoup et cela était dû au fait que nous avions quelques autorités ici pour la session des Nations Unies et le chef de cabinet du président de la République, son Excellence M. Claude Sailly, faisait partie de la délégation. Et donc, aujourd'hui, c'est un jour qui a été vraiment très gratifiant et très spécial pour lui comme pour moi, ainsi que pour les sénateurs américains, parce qu'à travers ma modeste personne, j'ai pu organiser une séance pour que l'ambassadeur soit reçu par l'équipe du sénateur de ma zone ici. Et l'objectif de la réunion était d'abord, dans un premier temps, d'expliquer surtout le charisme même du président de la République, Alassane Dramane Ouattara, et aussi créer des canaux entre le RHDP et les sénateurs américains. Et vous comprendrez très bien donc qu'au travers de ce dont nous avions parlé aujourd'hui, avec l'équipe du sénateur Luis Sepulveda, le sénateur de la 32e, du 32e district des États-Unis. Et donc, nous avons parlé surtout de la vision même du président Alassane Dramane Ouattara, qui est une vision d'une Côte d'Ivoire ouverte dans sa diversité et orientée dans le futur. Et donc, au-delà de ce facteur, l'ambassadeur Claude Sailly ainsi que l'équipe même du sénateur, je peux vous dire que ma modeste personne était celle-là même qui a servi de traducteur entre les deux ponts. Et c'était vraiment très intéressant et très riche. Et l'ambassadeur Claude Sailly a aussi expliqué l'influence même de la Côte d'Ivoire et surtout l'importance qui existerait de créer un lien entre les sénateurs américains
et les sénateurs de Côte d'Ivoire. Et donc, dans ce sens-là, il y a déjà un bon lien qui a été créé et de très belles choses vont se passer. Et tout ça grâce au génie d'un monsieur qu'on appelle Claude Sailly. Et nous avons aussi demandé que dans le prolongement de ce qui se fera, bien sûr, Claude Sailly a aussi demandé à inviter même le sénateur afin qu'il puisse se rendre là-bas en Côte d'Ivoire et comme ça rencontrer le président et les autorités, mais surtout aussi le Sénat. Parce que comme je le dis, notre objectif, c'est de rendre le RHDP beaucoup plus fort. Parce qu'avec un RHDP très fort, c'est la Côte d'Ivoire qui est en sécurité et cela ne dépend pas seulement de l'intérieur. Et il faut des petites mains comme nous autres pour organiser ce travail-là en arrière-plan. Et comme je le dis, je ferai plus que ça. Ce que j'ai commencé, je ferai plus que ça. Même si on me demande de prendre rendez-vous avec la Maison Blanche, quelle que soit l'autorité en place, je le ferai. Et je permettrai à nos autorités ivoiriennes de se consolider. Et donc, comme je le disais, le sénateur lui-même n'était pas présent, mais son chef de cabinet ainsi que tout son staff nous ont bien reçus et ils étaient vraiment très contents. Et l'échange a été plus que cordial. Et l'ambassadeur, comme je le disais, a même donné une invitation aux autorités américaines de pouvoir se rendre en Côte d'Ivoire. Et cela a un double objectif. Cela permettra dans un premier temps un échange d'expériences, un échange d'idées et surtout agrandir le RHDP et marquer la consolidation internationale du RHDP. C'est très important. Et aussi, s'il plaît à Dieu, du côté retour aussi, si tout se passe bien, les sénateurs ivoiriens pourront aussi venir ici, s'enquérir même de l'expérience même du Sénat américain et aussi diversifier leurs connaissances en la matière. Tout cela va véritablement aider le pays. Et c'est véritablement de ça qu'il est question. Et aussi, nous avons parlé des actions du président Alassane Dramane Ouattara. On a beaucoup parlé de ces actions-là. Et il faut dire que le sénateur ainsi que toute son équipe étaient vraiment très heureuses. Et il y a de bonnes choses qui s'annoncent. Mais je le dis, ça c'est surtout grâce au génie d'un monsieur qu'on appelle Claude Sailly, le directeur du cabinet du président. Au-delà des facteurs politiques, nous avons aussi évoqué certaines réalités de la Côte d'Ivoire. Je suppose que tu étais masqué l'éclaireur juste pour te titiller. Comme d'habitude, j'ai pris le prétexte du corona et puis bon, ça passait. Bon, on a pris les photos. Malheureusement que je ne pourrais pas peut-être mettre ça sur la plateforme. Sinon, on a pris plein de photos avec toute l'équipe. Tout s'est tellement bien passé. Ça s'est tellement bien passé. Tout le monde était content. Que ce soit même l'équipe du sénateur, que ce soit même M. Claude Sailly et moi-même étions très contents. Et vraiment, à travers ma modeste personne, arrivé à un tel point, je suis vraiment très fier de M. Claude Sailly. Et aussi, j'ai pu dire que je suis plus ou moins heureux de l'apport que j'ai pu faire pour créer cette connexion-là et puis servir aussi à ma modeste personne en qualité de traducteur pour bien faire les choses comme il se devait. Et comme je le disais, les choses se sont tellement bien passées qu'on ne pourra peut-être pas dire tous les détails, mais une chose est sûre, on a évoqué des détails extérieurs, comme le cas de la BHCI, nous en avons parlé, et après, j'ai aussi évoqué le cas de notre sœur Succès. Je ne pourrai peut-être pas vous donner les détails, peut-être à elle en privé, je donnerai les détails, mais je puis dire que les choses sont en train d'aller dans le bon sens, et grâce à Dieu, et grâce à certaines personnes comme M. Claude Sailly, comme aussi l'ASPR, nous pouvons être rassurés que le président de la République a de bonnes âmes auprès de lui et cela nous réconforte davantage. Et c'est ce que nous avons toujours demandé aux collaborateurs du président. M. Claude Sailly aurait pu se focaliser sur le formel et ne pas chercher à aller au-delà du fait qu'il soit venu aux Nations Unies. Mais en arrière-plan, nous avons beaucoup travaillé et moi-même j'en suis satisfait. Et j'ai aussi senti cette même perception de son côté. Et on vient de se laisser à peine, ça ne vaut même pas encore 5 minutes. Et j'ai couru pour venir lancer l'émission. Et donc, c'est vous les élèves de la classe qu'il faut remercier parce que c'est grâce à vous qu'on atteint tous ces objectifs. Et sachez que chacune de vos actions concourt à de tels événements. Et c'est de cela que nous parlons. Et aussi, comme je l'ai dit, j'ai insisté sur le fait qu'il faut que
une solution soit prise à l'égard des cyberactivistes, soit il serait mieux de dissocier les relations avec les cyberactivistes pour plus de clarté, parce qu'en une semaine, on a vu plusieurs incidents qui ne sont pas forcément euh, à l'honneur même de nos politiciens et de nos dirigeants. Et donc, je lui ai fait des propositions relativement aux cyberactivistes pour clarifier beaucoup de choses. Et donc, en ce sens, les détails que je lui ai offerts comme solution, je crois que si ils en tenaient compte, ça va beaucoup assainir les relations entre nos autorités et les cyberactivistes, de sorte que leur dignité puisse être préservée. Ça, c'est très important. Et parce que en politique, quand on parle du capital politique, l'estime et la perception font partie. Et c'est vraiment très important. Et donc, nous allons passer peut-être au sujet. Et relativement à ce que je disais, si peut-être vous aviez d'autres questions, vous pourrez certainement les poser après, parce qu'il y a beaucoup de détails que je n'ai pas dit. Et il y a beaucoup de détails aussi. C'est à travers les lignes, quand vous poserez les questions, on va pouvoir vous répondre et vous donner de plus amples détails. Et donc, le premier sujet de la journée, c'est la titrologie de ce 28 septembre 2021. Le président Alassane Ouattara a fait un grand déballage lors de l'interview Fleuve accordée à Jeune Afrique. La titrologie de ce 28 septembre 2021 s'en fait un large écho. Le grand oral de Kandia Camara à l'Assemblée générale de l'ONU fait également la une des journaux ivoiriens du jour. Sans oublier que la politique a toujours droit de citer dans cette presse bipolaire. Sans détour, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a passé en revue l'actualité politique ivoirienne de ces derniers mois. Le décès de ses deux premiers ministres, l'affaire du troisième mandat, la désobéissance civile lancée par l'opposition et les conséquences qui en ont résulté. La question de la limitation d'âge à 75 ans, le cas Guillaume Soro. Aucun sujet n'a été éludé par le chef de l'État. Ouattara fait le grand déballage, résume en un mot Soir Info, et se dit profondément choqué par les violences électorales. La Côte d'Ivoire virtuelle de Ouattara rétorque le journal Le Nouveau Réveil du PDCI. C'était également le grand oral pour la ministre Kandia Camara à l'Assemblée générale des Nations unies. À cette tribune, la chef de la diplomatie ivoirienne a ébloui l'ONU de par ses propositions. De par la voix de la ministre ivoirienne des Affaires étrangères, la Côte d'Ivoire sollicite une réforme du Conseil de sécurité. En rupture de banc avec le président Ouattara, Guillaume Soro au cœur d'une tractation pour le réconcilier avec son mentor. Sa rencontre en Suisse avec le président Denis Sassou Nguesso, largement médiatisée. Tout comme Charles Blé Goudé et Jean-Louis Billon, Génération Nouvelle met également Soro Guillaume au rang de cette nouvelle génération qui s'impose. Un fort soupçon de détournement pèse ces derniers mois sur le groupe parlementaire du PDCI. Mais l'avocat Maître Blessy Chrysotome est monté au créneau pour mettre fin aux différentes allégations en déclarant qu'il n'y a eu aucun détournement. Après son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est suivi à la trace par la presse nationale. Dans un numéro spécial, le journal Le Temps fait le bilan des 100 jours de l'ancien chef de l'État ivoirien et évoque par ailleurs la procédure en cours de la création de son nouveau parti politique. Et ça, je peux vous dire que ce parti-là, sa création sera très hypothétique. L'UNG de Stéphane Kipré a tenu son congrès le samedi à Yamoussoukro pour donner sa position sur ce nouveau parti annoncé. Autre affaire, le viol s'écoule les réseaux sociaux et la presse ivoirienne, celle dans laquelle serait impliqué un ministre de la République. Ce dernier est donc appelé à dire sa part de vérité pour élucider cette affaire qui est de nature à ternir son image. Kouadio Kouna-Bertin, ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, est l'invité du grand débat de la RTI ce mardi pour faire le point de la mission de réconciliation à lui confiée par le président Ouattara. La titrologie de ce jour se referme sur un soupçon de détournement qui secoue également le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, en abrégé FIF. Madame Dao Gabala est donc convoquée à l'inspection générale d'État, IGE, ce mardi même
28 septembre 2021. Bonsoir à notre mère bien-aimée Awa Kouyaté et bienvenue sur notre plateforme. Merci beaucoup. Nous passons au sujet numéro 2 qui a pour titre « À la tribune de l'ONU, Kandia Camara réitère l'attachement et la réforme du Conseil de sécurité. » Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, est intervenu hier à la tribune de l'ONU à l'occasion de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Au nom du président de la République, qui n'a pu effectuer le déplacement de New York, la ministre ivoirienne a abordé les sujets relatifs à la COVID-19, au terrorisme et à la réconciliation dans son pays au cours de cette 76e session de l'Assemblée générale qui a pour terme miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la COVID-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations unies. Dans son adresse, Mme Kandia Camara a appelé les pays de l'ONU à amplifier les initiatives nationales et renforcer davantage l'action collective par la coopération et la mutualisation des moyens de lutte et garantir également l'accès équitable de tous aux différents vaccins de COVID-19. Pour elle, cela passe par un financement adéquat des initiatives en cours, la levée des brevets et le développement des capacités de production de ces vaccins, notamment sur le continent africain, jusque-là insuffisamment servi. Pour elle, cela passe par un financement adéquat, des initiatives en cours, la levée des brevets et le développement des capacités de production de ces vaccins, notamment sur le continent africain, jusque-là insuffisamment servi. Toutefois, ces mécanismes ne pourront atteindre les résultats escomptés que dans un climat de paix, de sécurité et de stabilité. La ministre d'État a réitéré le soutien de son pays à l'appel lancé par le secrétaire général de l'ONU en mars 2020 en faveur de la cessation des hostilités partout dans le monde. Face à l'ampleur des effets collatéraux et pervers de cette pandémie, notamment au plan économique, social et humanitaire sans précédent, qui sont des sources potentielles d'instabilité pour les États, la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale demeurent plus que jamais au cœur des priorités du gouvernement ivoirien. Selon Kandia Camara, après avoir surmonté les soubresauts sociopolitiques qu'elle a connus ces dernières années, la Côte d'Ivoire reste, dans toutes ses composantes politiques et sociales, résolument engagée dans un processus vertueux et irréversible de réconciliation nationale et de cohésion sociale. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien continue d'œuvrer avec toutes les forces vives de la nation à consolider davantage la dynamique actuelle de réconciliation nationale pour laquelle aucun sacrifice n'est trop grand. Dans cette perspective, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, s'est entretenu avec ses prédécesseurs M. Henri Konan Bédié le 11 novembre 2020 et M. Laurent Gbagbo le 27 juillet 2021. Ils sont convenus, à l'issue de ces rencontres, de la nécessité de maintenir le dialogue et de conjuguer nos efforts en vue de promouvoir la réconciliation nationale, condition indispensable à la préservation d'une paix et d'une stabilité durable en Côte d'Ivoire. Cela constitue le préalable à tout processus de développement harmonieux et durable dans l'intérêt de nos braves populations. Ces rencontres, qui seront suivies de plusieurs autres, afin de restaurer la confiance entre tous les acteurs politiques, sont le prolongement d'une série de mesures hardies que le président de la République a prises en vue de poursuivre et de renforcer la dynamique d'apaisement de l'environnement sociopolitique enclenchée depuis 2011, a-t-elle expliqué. Le processus de réconciliation nationale, qui participe de la consolidation de l'état de droit en Côte d'Ivoire et de sa marche irréversible vers l'émergence, continuera de se fonder sur une justice indépendante, un engagement constant au plus haut niveau de l'État ainsi que sur une appropriation nationale forte. La Côte d'Ivoire sait pouvoir compter dans cette démarche sur le soutien multiforme des Nations Unies et de l'ensemble de la communauté internationale. La ministre d'État,
ministre des Affaires étrangères, a renouvelé le plaidoyer de son pays en faveur de l'accroissement de l'aide publique au développement, de l'annulation de la dette et de la promotion de financements innovants en soutien aux efforts nationaux de mobilisation des ressources pour construire ensemble un monde plus sûr et plus résilient. Madame Kandia Camara a lancé un appel pressant à une mobilisation accrue face aux dangers que représente la menace terroriste pour les pays, notamment les pays les plus pauvres. Outre ces menaces, l'on assiste à la persistance des conflits internes et régionaux dans plusieurs parties de notre planète. La communauté internationale doit continuer d'être attentive à la situation au Moyen-Orient, en Afghanistan et au Sahara occidental, a-t-elle ajouté. S'agissant de la question du Sahara occidental, la ministre ivoirienne a assuré que son pays voudrait affirmer son soutien au processus de négociation sous l'égide des Nations Unies, en appelant les parties à faire preuve de compromis pour régler ce différend, notamment dans le cadre de la résolution pertinente du Conseil de sécurité et de l'esprit de l'initiative marocaine d'autonomie. Elle a proposé la mise en œuvre effective des priorités énoncées dans la stratégie antiterroriste mondiale et de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui constituerait de ce point de vue un pas décisif. La ministre ivoirienne a enfin souhaité une réforme courageuse de l'ONU, qui est une organisation commune que les États membres veulent plus forte, plus démocratique et plus proactive pour réaliser les nobles objectifs qui lui ont été assignés. La Côte d'Ivoire réitère son attachement à la nécessaire réforme du Conseil de sécurité afin de l'adapter aux réalités du monde, au regard des profondes transformations géopolitiques et économiques intervenues au cours des dernières décennies. Mon pays réaffirme son plein soutien à la position commune africaine exprimée à travers le consensus Ezulweni et la déclaration de Sirte, qui plaide en faveur de la réparation de l'injustice historique faite à l'Afrique et d'une réforme égalitaire du Conseil de sécurité de l'ONU, a conclu Mme Kandia Camara. Nous passons au sujet numéro 3, la recrudescence des coups d'État en Afrique, à qui la faute? Nous nous sommes plusieurs fois plaints de l'inculture démocratique des militaires africains, une réalité aux implications hautement préjudiciables à l'évolution politique et économique de nos jeunes nations, lesquelles semblent encore éprouver beaucoup de mal à se démarquer véritablement des pratiques politiques rétrogrades de toute forme d'épanouissement économique durable. Et à chacune de leurs irruptions au devant de la scène politique, les militaires ont prétendu qu'elle était motivée par un mauvais management politique du pays, par ses leaders, et dont les populations souffraient atrocement des conséquences. Argument au relent litanique, qui rencontre de plus en plus l'assentiment d'importantes fractions des populations du continent, lesquelles n'hésitent plus à jubiler dans les rues des capitales africaines, théâtre malheureux de ces putschs, pour manifester leur soutien à la junte militaire, qui revendique comme un exploit de guerre l'évincement du régime civil. Cette adhésion spontanée, voire inconditionnelle aux initiateurs de coups d'État militaires, inquiète de plus en plus les politologues et autres analystes politiques du continent. Mais c'est assurément à l'intelligence des acteurs politiques qu'elle est réellement destinée, afin qu'ils revoient leur mode de gouvernance politique, économique et sociétale. Autant dire que les programmes de gouvernement irréalistes, mal conçus, loin d'être à même de répondre aux besoins des populations, tout comme les systèmes de gestion des biens publics, dénués de toute efficacité, ne profitant plutôt qu'à une poignée d'individus, ainsi que les vieilles habitudes népotistes, clientélistes, etc., ne peuvent s'accommoder avec la démocratie. Pratiques politiques dont ils ont pourtant vite fait de se réclamer farouchement ici et là.
Quand il s'est agi de solliciter les suffrages de ceux dont ils sont censés créer les conditions du bien-être, tous azimuts, une fois au pouvoir. Au lieu de cela, en dépit des contestations à grande échelle, assorties de nombreux troubles sociaux exprimés par le peuple, parce que, convaincus d'avoir été trahis ou manipulés, les acteurs politiques n'ont généralement recours à aucune stratégie de changement. Ils demeurent paradoxalement animés de la propension à s'accrocher au pouvoir. Et c'est alors la pauvre constitution qui fait les frais de cet entêtement servile, au vu et au su de tous, compromettant par ce fait même toute opportunité ou nécessité d'alternance politique. Toute chose à laquelle le peuple se met pourtant à espérer légitimement en vue de mettre fin à leur règne. Cependant, ces mauvais tenants du pouvoir d'État ne peuvent plus prétendre ignorer qu'il est à ce jour établi que plus personne en Afrique ne ferme les yeux ou n'est impassible ou simplement indifférent à la mauvaise gouvernance politique. Les langues se sont désormais déliées. Les modèles d'expression libres, individuels comme collectifs des opinions politiques qui circulent au quotidien sur les grandes chaînes de télévision européennes, américaines, ont très vite été copiés ou adoptés par les populations africaines, essentiellement composées de jeunes gens à l'esprit désormais frondeur. Les médias sur le continent sont également dorénavant plus libres, ne serait-ce que du fait de leur droit d'exister. Autant d'acquis à mettre sur le compte de la démocratie sous les tropiques. Ce sont donc ces échecs démocratiques, cette mauvaise gouvernance politique, associés aux manifestations publiques, les dénonçants, suscités par ceux qui en subissent les affres, qui font toujours le lit des putschs fomentés par la soldatesque, laquelle affiche alors aux yeux du peuple l'attitude de sauveur ultime, volant à son secours, et ce, même si, dans bien des cas, de figures déjà vues ailleurs sur le continent, cette illusion n'a toujours duré que le temps d'un feu de paille. Les Zoros sortis des casernes, devenant très vite une autre variante des dictateurs patentés. Ignorant tout de la pratique politique, friand des exactions de tout genre et constamment prompts à détruire toute espèce d'obstacle qui se dresserait sur leur passage, surtout quand ils prennent goût au pouvoir d'État. C'est un article de lebanco.net. Et nous terminons définitivement avec le quatrième sujet de ce jour qui a pour titre « L'impatience qui a brisé l'ascension politique de Guillaume Soro ». Soro Guillaume vit en exil depuis près de 2 ans et est sous le coup d'une double condamnation prononcée par la justice ivoirienne. Pour le confrère Jeune Afrique, c'est bien le manque de patience de l'ancien chef rebelle qui est en passe de briser sa carrière politique. Soro Guillaume a été contraint de démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour avoir refusé d'adhérer au Rassemblement des Oufotistes pour la démocratie et la paix, le parti d'Alassane Ouattara. Cette rupture de banc entre le président ivoirien et son ancien premier ministre a en effet engendré une véritable fronde entre les camps des alliés d'hier. La suite, on la connaît. Soro Kibafori Guillaume a dû atterrir en catimini à Kotoka International Airport de Dakar après son retour manqué à Abidjan le 23 décembre 2019, avant de repartir en exil en Europe où il vit dans la clandestinité après avoir été déclaré persona non grata en France où il s'était réfugié dans un premier temps. Et cerise sur le gâteau, c'est que Guillaume Soro et ses compagnons de génération et Peuple solidaire ont été condamnés à des peines allant de 17 mois à la prison à vie dans une affaire de tentative de déstabilisation. Sans oublier que Soro lui-même avait écopé des mois plus tôt d'une peine de 20 ans d'emprisonnement pour une autre affaire de recel de détournement de deniers publics. Sa candidature à la présidentielle de 2020 rejetée,
son mouvement politique, le GPS, dissous, la défection de bon nombre de ses compagnons, l'emprisonnement d'autres camarades de parti, l'impossibilité actuelle de rentrer en Côte d'Ivoire, voici bien des situations qui laissent croire que l'avenir politique de l'ancien chef du Parlement ivoirien serait en pointillé. Quant à Guillaume Soro, l'ancien chef rebelle devenu président de l'Assemblée nationale, désormais en rupture de banc, il poursuit son exil mystérieux. Sans doute s'interroge-t-il sur les vicissitudes du destin. S'il avait fait preuve de patience et était resté au RHDP, il aurait aujourd'hui un boulevard devant lui dans la course à la succession de Ouattara, a écrit Marwan Ben Yahmed, le patron de Jeune Afrique, au cours de l'interview à lui accordée par le président Ouattara. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a accordé une interview à Jeune Afrique disponible dans les kiosques à journaux depuis le lundi 27 septembre 2021. Dans le commentaire qu'il fait de la situation politique du pays, Marwan Ben Yahmed revient sur le cas Guillaume. Depuis son retour manqué en Côte d'Ivoire le 23 décembre 2019, le leader du GPS vit désormais loin de son pays. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne a même été condamné en juin à la prison à perpétuité. À ce jour, les choses restent toujours compliquées pour celui qui a pourtant été un allié du président Alassane Ouattara. Au cours de cet entretien, les propos du président ivoirien sur le cas de son ancien filleul sont bien tranchés. Je n'ai rien à dire de particulier sur le cas Guillaume Soro. Ce dossier n'est pas à mon niveau, mais entre les mains de la justice. Les faits qui lui sont reprochés sont d'une extrême gravité et il a été l'objet d'une condamnation à perpétuité. Mais il peut évidemment revenir et faire face à la justice, a déclaré le président ivoirien. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Nous venons de finir la lecture et de ce pas, je vais appeler Madame Blanc qui va lire son éditorial et vous permettre de poser les questions puisque hier on était un peu coincé par le temps. C'est pourquoi j'ai accéléré un peu aujourd'hui afin de permettre à tout le monde de poser toutes les questions que vous souhaiteriez. Toutes les questions, je dis bien toutes les questions que vous souhaiteriez sans tabou parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir certains détails. Et là, aujourd'hui, on prendra le temps de bien développer certaines séquences en fonction de vos questions. Ça sera vraiment avec plaisir. Bonsoir éclaireur. Bonsoir Madame Blanc, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Je vais extrêmement bien. J'étais avec votre ancien collègue. Et vous, ça va? Oui, ça va extrêmement, Oh, ça va extrêmement bien.